Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hop là. Ah, voilà. Et plus besoin du casque. Et ben voilà. Bonsoir, bienvenue. Donc, aujourd'hui, la suite. Après avoir installé UmbrelOS la semaine dernière, on s'est occupé d'installer le nœud Bitcoin. Et alors, la théorie voulait que le nœud Bitcoin ait fini de télécharger la blockchain au bout de quelques jours. C'est ce que j'avais annoncé. Sauf que, évidemment, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, parce qu'après le stream de l'autre jour, j'ai éteint l'ordinateur en me disant que j'allais le réinstaller un peu mieux ailleurs que posé juste là. Ce que j'ai fait, je l'ai démarré, cet ordinateur qu'on a vu la dernière fois, mais fourbe petite machine. En fait, il restait une partition de secours macOS, mais qui était un peu foireuse, et il voulait absolument essayer de démarrer sur la partition de macOS. Donc, il a fallu que je le remette sur un écran et que je le redémarre, ce qui fait que cette andouille ne m'a toujours pas fini de télécharger la blockchain. J'en suis à 82%. Alors là, c'est marqué qu'il tourne depuis 1 heure parce que je l'ai redémarré un certain nombre de fois, histoire de voir. À un moment donné, j'avais perdu un certain nombre de paires dans la connexion réseau. Alors, je me suis dit, tiens, peut-être il y a eu un problème. J'ai redémarré le nœud Bitcoin, mais là, ça marche bien. On voit que on a quatre paires sur le réseau ClearNet, donc le réseau Internet habituel. On en a 5 qui passent par le réseau Tor, dit Onion Router, dont on a aussi parlé la dernière fois, donc ça marche bien. Et même 2 par I2P. Alors, I2P, c'était un peu l'ancêtre de Tor. C'est un autre réseau ultra sécurisé, anonyme, qui était utilisé par des personnes assez peu recommandables pour échanger des contenus qui eux-mêmes sont illégaux et assez peu recommandables. C'était beaucoup utilisé pour ça à une époque, il y a une vingtaine d'années. Et bon, là, ça sert aussi à pouvoir échanger la blockchain de Bitcoin. Alors, aujourd'hui, ce que j'avais prévu, normalement, c'était donc que ça serait fini et qu'on puisse continuer et installer le nœud Lightning, qui est la prochaine étape. C'est-à-dire que le nœud Lightning, pour pouvoir fonctionner, a besoin de pouvoir se parler avec le nœud Bitcoin, qui lui gère l'historique et la blockchain, et le nœud Lightning, lui, se connecte à la fois sur le réseau Bitcoin et aussi sur le réseau Lightning, et c'est de ça que j'avais prévu de parler aujourd'hui, sauf que, comme il n'a pas fini de télécharger notre brave réseau blockchain Bitcoin, ce qu'on va faire, je suis juste en train de réorganiser les trucs sur mon écran, voilà. Comme ça c'est bien. Ce qu'on va faire, c'est parler d'autres choses. Alors de toute façon, dont j'avais prévu de parler, mais pas forcément à ce stade-là. Mais en même temps, c'est bien finalement que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, on va parler de réseau, d'une manière générale. Comment installer son réseau chez soi, parce que là encore, on est en train d'installer un nœud Bitcoin. On va installer un nœud Lightning et ensuite un autre qui est LNbits, qui va être ça va être le passage du col, hein. Le truc le plus tordu à faire, ça va être vraiment ça. Mais une fois qu'on aura passé ça, après tout le reste c'est du billard. Donc, comme on va installer tout ça, on a envie quand même que notre réseau, il soit pas trop mal protégé. Alors c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, et puis on va commencer à mettre en place la suite à prévoir. De toute façon, une fois qu'on aura le nœud Lightning, on aura besoin de pouvoir faire en sorte que le monde entier puisse y accéder, de façon à ce qu'on puisse encaisser des paiements ou à son tour payer d'autres personnes
et d'autres artistes, si on a envie d'essayer de monter cette espèce d'économie circulaire où on serait là, tous ensemble, à essayer de nous récompenser les uns les autres, ça risque de pas aller bien loin. Donc, on va parler de ça, et là je vais faire un peu une entorse un peu plus tard au principe open source décentralisé, parce que là sinon ça deviendrait vraiment très très technique, très compliqué, très risqué, et un peu, voire même limite idiot en fait. Donc on parlera aussi d'un fournisseur de services sur Internet qui a fait beaucoup parler de lui récemment, qui s'appelle Cloudflare. Et qui continue de faire parler de lui, parce que je ne sais pas si en ce moment ils sont en train de se bagarrer avec le gouvernement italien, on en parlera aussi, parce que ça c'est assez rigolo. Mais avant d'aller en Italie, et avant d'attaquer tout ça, aujourd'hui j'avais envie de commencer par un exemple. Je suis tombé sur une information, le genre d'information que moi j'aime bien, ça s'appelle des signaux faibles. Enfin moi je les appelle comme ça, qui sont des petits trucs qui ont l'air de rien, et qui souvent sont porteurs d'enseignements quand même. Parce que la dernière fois, on se disait que bah oui, il y a certains gouvernements, en parlant de Tor, The Onion Router, on parlait de ces gouvernements qui essayent d'empêcher les gens de pouvoir communiquer. Alors évidemment, le premier qui vient à l'esprit aujourd'hui, en ce 14 janvier 2026, c'est l'Iran, qui a coupé Internet à l'ensemble de la population. Ça devient compliqué d'obtenir des informations sur ce qui se passe vraiment là-bas. Mais ça, c'est une chose dont on entend énormément parler dans nos médias en France, parce que il y a un certain nombre de conflits depuis un certain nombre d'années, malheureusement, et dont on entend parler. Et puis, il y a aussi tout un tas de conflits dans le monde, ou de situations conflictuelles, en tout cas, dont on entend moins parler. Et c'est de ça que je vais commencer par ça, parce que aujourd'hui, je suis tombé sur une information rigolote, truc un peu étonnant, qui est que les applications pour Android et pour iOS, l'application la plus téléchargée, que ce soit à la fois sur Android et sur iOS en ce moment en Ouganda, est une application qui s'appelle BitChat. Alors, bon, ok. On va faire la parenthèse là tout de suite. Je sais qu'en français, ça ressemble un peu à un truc rigolo, d'avoir choisi d'appeler une application BitChat, mais c'est un Américain qui l'a développé, cette application. Alors je pense qu'il parle pas français. Il est très connu, lui aussi. Il s'appelle Jack Dorsey. Et c'est le fondateur d'un réseau social qui autrefois s'appelait Twitter. Et Jack Dorsey l'a revendu, comme on sait, à Elon Musk pour 43 milliards de dollars. Alors je sais pas si Jack Dorsey a personnellement touché l'ensemble de cette somme, enfin en tout cas c'est quelqu'un qui s'est retrouvé avec beaucoup d'argent, ce qui lui laisse de la disponibilité pour développer d'autres applications, dont cette application numéro 1 des téléchargements en Ouganda, que ce soit sur Android ou sur iOS, c'est une application pour smartphone, qui s'appelle donc BitChat. Et alors, évidemment, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en Ouganda? Pourquoi cette application-là est la plus téléchargée en Ouganda? Et là aussi, on apprend, j'ai une capture d'écran là dans un coin, tac, 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 paf. On apprend que l'Ouganda bloque Internet avant les élections. Là encore, histoire de blocage Internet. Alors, ça rejoint ce dont je parlais la dernière fois, en disant pourquoi on a besoin de ces solutions open source, décentralisées et permissionless, c'est-à-dire qu'on peut utiliser sans avoir de permission à demander à personne, dont on ne peut pas se faire éjecter. Et évidemment, dans nos pays, en Europe, on a de la chance d'être... bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème en France, mais c'est ce qu'on pourrait qualifier de problème de riches, globalement. Et il y a des pays où, évidemment, ils sont moins riches. Alors, le sous-sol l'est peut-être plus que celui de la France, mais évidemment, c'est une source d'ennui pour beaucoup de gens dans ces pays-là. Et en Ouganda, ils ont donc bloqué Internet avant les élections, et c'est pour ça que les gens ont téléchargé cette application BitChat, parce que cette application-là, et le site est là, c'est
bitchat.free. Cette application, c'est en fait une messagerie qui permet de communiquer, mais à ceci près que cette messagerie, vous installez donc l'appli sur votre téléphone, et ça vous permet de communiquer, mais ce qui est malin, c'est que l'application n'utilise pas les données ni du Wi-Fi ou de votre connexion Internet, ni des données mobiles, n'utilise pas non plus le réseau de votre fournisseur d'accès, de fournisseur de téléphonie, mais utilise le Bluetooth. Alors là, évidemment, vous me dites, mais oui, mais Patrice, c'est mignon, mais le Bluetooth, ça porte à 1,50 m. Alors bon, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai que d'habitude, le Bluetooth, on s'en sert pour un casque, pour un micro, pour un petit accessoire pour le téléphone, et puis on sait très bien qu'il faut que le téléphone soit pas loin. Dès qu'on s'éloigne un petit peu, ça marche moins bien. Mais en fait, alors déjà, en pratique, le Bluetooth, ça porte un petit peu plus loin que ça, quand même, heureusement et malheureusement. Et surtout, ce que BitChat fait, il utilise le réseau Bluetooth, mais il met en place ce qu'on appelle un réseau maillé. C'est-à-dire que chaque appareil, dans un réseau maillé, communique, c'est la décentralisation au maximum. Chaque appareil communique avec le ou les appareils qui sont suffisamment proches de lui pour qu'il puisse établir le contact. Et évidemment, l'idée est que si beaucoup de personnes se mettent à utiliser cette application, le réseau maillé devient de plus en plus... Oh, salut Myriam. Le réseau maillé devient de plus en plus grand, et de proche en proche, on peut comme ça parcourir de très grandes distances et avoir de la communication sur de très grandes distances à travers un réseau comme ça. Et c'est pour ça que cette application, pas besoin de connexion Internet, pas besoin même de connexion, ils peuvent couper la 4G, 3G, 5G, tout ce que vous voulez, 6G qui est en préparation là, tout ça, ça peut être coupé. Le téléphone, lui, il rayonne, ça devient un talkie-walkie, quoi. Mais un talkie-walkie numérique, et qui parle avec ceux qui sont proches. Et alors, c'est ce qui est marqué sur le site, il y a une petite, c'est l'encadré vert là qui est là. Attention, il n'y a pas encore d'analyse et de travail sur les messages privés. Donc en fait, ce qui se passe, c'est plus fait pour faire de la discussion de groupe. Mais en même temps, précisément dans une situation aujourd'hui comme celle de l'Ouganda, il y a des élections qui se préparent, le gouvernement a coupé Internet pour que les gens puissent pas échanger entre eux, puissent pas s'organiser, puissent pas contester, puissent pas faire ce que les gens font, puissent pas faire ce qu'ils veulent, quoi, en gros. Et là, les gens, ils peuvent continuer à se parler avec ce système-là, à la condition évidemment que beaucoup de personnes utilisent l'application, parce que moi je l'ai sur mon téléphone, parce que ce qui est bien, c'est que elle tourne en tâche de fond. Et en permanence, j'ai une petite notification permanente sur mon téléphone qui me dit combien de personnes sont connectées. Alors, quand on se déplace, alors évidemment, moi j'habite dans une ville de 3800 habitants, je ne suis pas surpris du fait qu'il y ait personne. Par contre, quand il m'arrive d'aller dans des villes plus grandes, comme Paris par exemple, ce qui m'arrive quand même assez souvent, là, je constate que il y a personne non plus. Même au milieu d'une foule dans une grande ville comme Paris, BitChat, il y a personne. Donc je parle avec personne, forcément. Là encore, parce que on est en France. Couper Internet avant les élections. Qui ferait ça? Il y en a sûrement qui y pensent, pour éviter les ingérences et ce genre de choses, mais bon, ça se fait pas. Donc, ça serait pas légal en plus. Il y aurait certainement un recours administratif, etc. On vit dans un état de droit, donc ça a quand même des avantages. Ça permet que voilà. Mais c'est pour ça que personne ne l'utilise. Mais par contre, si vous voulez des connexions et des communications extrêmement discrètes, vous êtes, je sais pas moi. La dernière fois, on parlait des squats d'artistes, le 89 Rivoli. Imaginez, vous êtes dans un immeuble comme ça, vous voulez échanger entre vous, mais juste entre vous, faire un groupe de discussion quand vous êtes pas loin les uns des autres ou avec des voisins. En parlant de talkie-walkie, moi, quand j'étais gamin, c'était à l'époque de Stranger Things. Et évidemment, j'adorais les talkie-walkie. Déjà, j'aimais bien les appareils qui communiquent, mais je m'en servais avec des copains qui habitaient pas loin de chez moi le soir pour qu'on joue à la bataille navale, et tout en discutant.
Et voilà, on s'amusait comme ça. Là, on peut le faire avec BitChat. C'est rigolo. C'est gratuit, évidemment. C'est une application open source qui a été donc entièrement développée par ce monsieur Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, celui-là même qui dit qu'il n'existe que 3 protocoles ou 3 systèmes sur Internet qui sont véritablement décentralisés. En parlant là d'un point de vue très technique, le premier étant Tor, The Onion Router, le deuxième c'est Bitcoin, et le troisième c'est le protocole Nostr, dont on parlera beaucoup dans les mois qui viennent. Donc voilà ce que je voulais commencer par dire ça, parce que j'ai vu ça ce matin, et c'est une illustration particulièrement éclatante des raisons pour lesquelles on peut vouloir s'organiser soi-même, prendre un peu le taureau par les cornes et s'équiper soi-même, enfin pas forcément programmer soi-même, mais en tout cas utiliser ces applications open source décentralisées et pour lesquelles on a de permission à demander à personne, dans lesquelles il n'y a pas de chef. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. C'est pas la même chose. Peut-être qu'un de ces lundis soirs, si j'arrive à trouver du temps pour ces rencontres plus courtes du lundi soir dont j'ai parlé la dernière fois, on pourra aborder ce thème absolument passionnant qui est celui de l'anarchie, qui est encore quelque chose de mal aimé parce que souvent mal compris ou confondu en tout cas avec l'absence de règles qui est l'anomie, ce qui n'est pas la même chose. Mais bon, pour ce soir, alors, on va parler un petit peu d'essayer, parce que c'est une chose qui concerne aussi bien les artistes indépendants qui ont des fichiers à protéger, même si vous ne mettez pas en place votre nœud Bitcoin avec votre nœud Lightning Network et tout ça, malgré tout, même si vous faites pas ça, en tant qu'artiste, vous avez quand même des fichiers à protéger. Vous n'avez pas envie qu'il y ait des gens qui puissent rentrer dans votre réseau pour regarder ce que vous faites, écouter votre musique ou piquer vos mix. Alors, quand on parle d'auto-hébergement et de souveraineté numérique, évidemment, on pense souvent au logiciel, comme on vient de le faire avec BitChat, mais le réseau, lui, celui qu'on a chez soi, celui qui permet de connecter toutes ces machines à son domicile, surtout si on s'en sert pour faire et vendre de la musique, et ce réseau-là, souvent on a tendance à un peu l'oublier. Et pourtant, c'est la première couche de confiance, le réseau qu'on a chez soi, pour être sûr que c'est pas un moulin dans lequel n'importe qui peut entrer, parce qu'il y a des gens qui peuvent entrer, surtout si vous avez, c'est mon cas aussi, un fournisseur d'accès qui est important, qui est une grosse société, parce qu'évidemment ça permet d'avoir des tarifs qui sont moins élevés. Il faut quand même savoir que ces gens-là permettent certaines entrées, il est possible de pouvoir entrer chez vous et puis de savoir exactement ce qu'il y a, parce qu'évidemment, le fournisseur d'accès à Internet, votre fournisseur d'accès, lui, il sait. C'est lui qui vous a fourni la box. Parce que la box que vous fournit votre opérateur, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur, de plus en plus souvent, qui tourne d'ailleurs sous une version customisée de Android, le même système que vous avez sur une partie des téléphones portables, enfin tous ceux qui sont pas Apple, quoi, en fait, à de rares exceptions près. Et cet ordinateur, cette box donc, elle est à la fois le modem, c'est-à-dire l'appareil qui vous permet d'être connecté au réseau, que ce soit par la fibre ou par la DSL. Il va faire à la fois le routeur. Ça, c'est pour votre réseau interne, c'est-à-dire qu'il va assurer le trafic entre toutes les machines que vous avez chez vous. Éventuellement, il peut aussi le plus souvent faire par feu, même si, bon, la plupart du temps, on laisse la configuration de base parce que elle est faite de manière quand même suffisamment restrictive, mais en même temps, on n'a pas forcément le contrôle dessus. Et puis, cet ordinateur, il fait aussi, puisque c'est le routeur, il fait aussi office de point d'accès Wi-Fi. Donc, de façon à ce que vous puissiez connecter vos appareils sans fil. Alors, c'est pratique, très bien, c'est sûr, hein. Mais
il y a toujours un mais. D'une part, on maîtrise pas le logiciel qu'il y a dedans. Comme je le disais, généralement, c'est une version d'Android qu'il y a pour une partie des box ou une version d'un logiciel routeur, mais qu'on ne maîtrise pas. On sait pas, ça c'est le fournisseur d'accès qui s'en charge. Les mises à jour, là encore, on les maîtrise pas non plus, puisqu'on maîtrise pas le logiciel, donc on sait pas quand est-ce qu'elles sont faites, Des fois, on constate, moi ça m'arrive, la box se déconnecte, pouf, puis redémarre. Et d'ailleurs, si ça vous est arrivé peut-être aussi d'avoir affaire au service technique, parce qu'il y a tel ou tel problème, et là vous vous rendez compte, c'est quand vous tombez sur quelqu'un de compétent, ce qui arrive quand même assez souvent, enfin moi ça m'est arrivé un certain nombre de fois, à ce moment-là, c'est attendez, je vais rentrer dans votre box. Ah oui, je vois, tac, 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 non, mais là, attendez, je vais redémarrer la box, pouf. Et à distance, c'est super impressionnant. Même chose qu'avec les bornes de recharge pour les voitures électriques. Même truc quand on les a au téléphone. Ah oui, attendez, je vois ce qui se passe, je vois votre voiture, débranchez votre voiture, plof, ok, je redémarre, plap, plap, plap. Et là, on se sent vraiment... ça fait quand même un peu bizarre, ce côté, mais attends, t'es en train de rentrer chez moi, là. Donc, bon. Donc on maîtrise pas le logiciel, les mises à jour, on les maîtrise pas non plus, elles sont imposées. Les réglages qu'on peut faire, souvent sont limités. Alors là encore, on comprend le bien fondé du truc. On n'a pas envie, c'est une box, tout ce qu'on a envie, c'est que les gens ils puissent arriver chez eux, ils branchent les 3 trucs qu'il y a à brancher, et puis ça y est, ils sont contents, ça marche du premier coup. C'est normal que ça se passe comme ça. Mais si on n'a pas accès, ou il n'y a pas un mode dans un coin qu'on peut enclencher expert pour avoir accès à plus de paramètres, savoir exactement ce qui se passe, c'est pas ouf, quoi. Les réglages sont quand même limités. Et puis surtout, tout ça est centralisé dans un seul boîtier opaque qui est donc sous le contrôle total de votre fournisseur d'accès à Internet. Alors, là encore, on va passer un peu en mode... léger parano, et parce que dès qu'on parle d'informatique, forcément, ça devient un peu... et ce qu'on peut faire, c'est adopter une approche un peu plus saine pour son réseau chez soi, qui consiste à séparer les rôles. Et l'idée est assez simple, c'est que la box Internet fait le minimum. C'est ça qu'on veut. Et que à cette box, on ne branche en tout et pour tout qu'un seul appareil qui va être notre routeur Wi-Fi et qui, lui, va savoir tout ce qui se passe dans la maison. Mais lui, on le contrôle. On contrôle son système d'exploitation et on peut exactement savoir tout ce qu'il fait. On contrôle les mises à jour, on contrôle... Voilà le truc. Et la box, si l'opérateur téléphonique ou quelqu'un qui a ses entrées chez l'opérateur téléphonique et qui pourrait rentrer chez vous pour savoir exactement ce que vous faites, en fait, ne verra qu'un seul appareil qui va être ce fameux routeur qui, en plus, comme on le contrôle, a un pare-feu qu'éventuellement on peut contrôler aussi. Alors, ça, c'est le seul appareil à nous qu'on va brancher dessus. Et puis après, si vous avez pris l'option télé et que vous aimez ça, a priori, vous aimez pas parce que sinon... sans doute, peut-être vous seriez pas là à 21h08, mais alors que le film va commencer dans 2 minutes. Mais l'autre chose qui sera branchée dessus, c'est le décodeur télé. Et puis c'est tout. Donc ça, c'est un avantage, puisque donc la box va faire le minimum. Elle va se contenter dans ce schéma-là d'amener la connexion Internet. On va évidemment désactiver le Wi-Fi qu'il y a sur la box, ou éventuellement, pourquoi pas le laisser pour les invités, par exemple. Et dessus, donc sur cette box, un seul appareil qu'on connecte, le routeur, qui lui va gérer tout le réseau local. C'est le boulot du routeur, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Il assure de trouver la route pour les paquets qui sont échangés entre les appareils. Il va faire office de pare-feu. Il va faire office de point d'accès Wi-Fi pour toute la maison. Donc on va pouvoir contrôler les règles d'accès et on va pouvoir contrôler aussi ce dont on va avoir besoin
un peu plus loin pour justement accéder à notre petit ordinateur Umbrella OS depuis l'extérieur, ou en tout cas pas à tout Umbrella OS, il n'y a pas de raison, il est chez nous, il reste chez nous, on n'a pas besoin, il y a des tas de choses qu'on peut se contenter de faire quand on est chez soi, mais après il y a d'autres choses dont on aura besoin de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Donc ça va être tout ce qu'on va appeler les tunnels, et puis éventuellement si on veut aller plus loin, mais ça j'en parlerai pas, mettre en place des VPN ou des choses comme ça. Ce qui fait que la box ne devient plus qu'un simple tuyau. Et tous les appareils qui sont derrière sont sous notre contrôle. Parce que utiliser son propre routeur, ça veut dire choisir le logiciel qui tourne dessus, parce que là encore, on verra il existe, enfin on verra, bon, je vous le dis, il existe des systèmes, des logiciels libres et des systèmes d'exploitation libres pour routeurs. Le plus connu s'appelle OpenWRT, qui est installé. Alors, c'est au moment où on achète le routeur, faut s'assurer qu'il soit compatible et que ça soit pas une brique qui aurait été verrouillée par son constructeur. Généralement, ça va être assez simple. Moins vous allez prendre un routeur qui est cher, et plus il y a des chances que vous puissiez à peu près rien faire avec. Ou en tout cas pas vraiment le contrôler. Donc il faut trouver, après tout dépend du nombre de machines que vous avez, en plus vous êtes peut-être pas non plus une entreprise, si vous vivez dans un appart qui fait 20-30 mètres carrés, avec 3 appareils qui sont connectés dessus, bon, ok, c'est pas... voilà. Mais si vous commencez à avoir pas mal de machines, et puis un peu de domotique, des objets connectés, tout ça, là encore, vous n'avez pas trop envie qu'on puisse voir exactement tout ce que vous avez. On fera peut-être un soir, on en parlera peut-être un soir, une longue soirée d'hiver, de ces trucs-là. Et donc, le système d'exploitation OpenWRT, voilà, j'en étais là, permet d'être installé sur un routeur. Alors c'est pareil, hein, il y a une interface graphique qui est pas forcément hyper sexy, mais bon, c'est pas mal. Et ça permet aussi, alors éventuellement, de créer des réseaux séparés à l'intérieur, ce qu'on appelle des réseaux virtuels, des VLAN, ce qui permet de séparer, que certaines machines ne puissent pas parler à d'autres, ou d'avoir un réseau pour les invités, qui vont faire que certaines zones, certains appareils, typiquement, souvent ce qu'on va faire, c'est il va y avoir vos appareils ou votre appareil qui va servir à administrer le routeur. Celui-là, il va être sur un VLAN principal. Après, vous avez vos appareils importants, ceux vous voulez pas que les autres voient ce qu'il y a. Et puis, d'avoir de manière séparée tout ce qui va être maison connectée. Parce que là aussi, vous avez beaucoup d'appareils qui souvent sont des appareils peu chers, qui rendent de grands services, mais vous savez pas toujours à qui ils parlent. Je sais pas si vous avez vu passer cette news il y a quelques temps, c'est assez récent, ça a quelques semaines, c'est à la fin de l'année 2025, il y avait des petits appareils qu'on appelle des KVM, qui sont des appareils, alors c'est un truc utilisé principalement par les administrateurs système, c'est-à-dire que c'est un appareil que vous branchez sur un ordinateur physique, mais auquel vous n'avez pas forcément accès physiquement, et qui vous permet de piloter l'ordinateur depuis l'extérieur. Alors, c'est pas seulement piloter, c'est pas juste un échange c'est pas juste une télécommande pour le système, comme on pourrait le faire avec des systèmes qui permettent, vous savez, de prendre le contrôle d'un ordinateur à distance et puis d'avoir la souris, l'interface et de pouvoir piloter un ordinateur à distance. C'est pas ça. Le KVM, lui, il peut aller jusqu'à redémarrer l'ordinateur et gérer le BIOS. Éventuellement, et avoir toutes les fonctions comme si on était physiquement. En fait, il émule un clavier et une souris. C'est plus ça le truc, donc ça permet de redémarrer l'ordinateur. Le KVM, lui, continue à être connecté, ce petit appareil, et il se comporte, en fait, c'est une télécommande de clavier et de souris. Donc là, on peut appuyer sur la touche option, par exemple, pour démarrer un Mac et choisir sur quel disque dur on veut démarrer. On peut faire ça à distance. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'administrateurs système qui utilisent ces appareils, qui s'appellent donc des KVM. Et comme souvent, le problème des KVM, c'est que c'est un peu cher.
Et il y a une marque qui a réussi à en fabriquer à des super prix, mais vraiment pas cher, pas cher, pas cher du tout. Tout petit truc, grand comme ça, avec un petit écran dessus, qui était vendu comme étant open source, machin, patati patata, très bien, ce qui était vrai. En plus, le logiciel qui tournait dessus était open source. Ça, c'est important parce que des administrateurs système, c'est des gens qui connaissent bien le truc, donc ils vont se méfier. Si le truc, on peut pas savoir exactement le logiciel qu'il y a dessus, ce qu'il fait, je vais pas connecter ça à mes serveurs hypersensibles de la société pour laquelle je travaille. Et donc, le truc avait un logiciel open source dessus, donc on pouvait tous voir ce qu'il faisait. A priori, c'était pas méchant. Et brancher ça. Et ce truc-là était vraiment pas cher. Fabriqué en Chine, vendu comme des petits pains. Jusqu'il y a pas très longtemps, où quelqu'un s'est aperçu que pour une raison mystérieuse, le fabricant avait décidé de mettre un micro à l'intérieur, mais un micro pour parler dedans. Et ce qui fait que ces petits appareils récupéraient tout l'environnement sonore qu'il y avait autour d'eux, et éventuellement les conversations des personnes qui administrent ces serveurs, et les envoyaient quelque part, on ne sait pas où, en Chine. Donc évidemment, ça a fait un peu buzz. Après, on a dit, c'est pas grave, de toute façon, vous ouvrez l'appareil, vous démontez le micro, vous refermez l'appareil, vous continuez à vous en servir. C'est un bon appareil qui marche très bien. Effectivement, son logiciel ne présente pas de menace dans la mesure où c'est du logiciel open source. S'il y avait une menace dedans, il y aurait quelqu'un pour la voir. Mais le coût du micro physique à l'intérieur de l'appareil, ça, c'est un truc, fallait y penser. Alors, qui pourrait raisonner comme ça ? Évidemment, vous allez me dire, il y a des gens qui arrivent à faire exploser des pagers à distance, en piégeant la batterie, parce qu'ils ont infecté le fabricant de batterie. Enfin, ils ont eux-mêmes créé un fabricant de batteries piégées pour les vendre à pas cher et les mettre dans le truc. Alors bon, c'est peut-être pas les mêmes, on sait pas, mais dans tous les pays du monde, de toute façon, il y a des gens qui ont ces idées-là. C'est pas une question de pays, hein. Ni de politique. Les gens aiment bien essayer de mettre des micros. Donc là encore, le routeur, il faudra regarder et mettre ce logiciel open source dessus. Et évidemment, à partir du moment où on veut commencer à avoir un nœud Umbrella OS et un nœud Bitcoin et un nœud Lightning Network, là, ça devient vraiment particulièrement important. Et avec tout ça, on se retrouve à plus dépendre entièrement d'un constructeur pour le routeur. Nonobstant le coût du micro, ça c'était vraiment tordu, mais on dépend plus du constructeur dans la mesure où on a mis son propre logiciel dessus. On dépend plus, et ça c'est un autre avantage, de l'opérateur, parce que si à un moment donné vous avez passé du temps à configurer votre box et puis vous décidez pour une raison X ou Y de changer d'opérateur, là après ça veut dire que vous allez avoir une nouvelle box, vous allez perdre votre configuration, les machines ne vont plus se parler, ça va être alors que là vous avez une machine qui est indépendante de sa connexion. Et si la connexion devenait absolument vitale, parce que évidemment là je m'adresse à des artistes indépendants, mais je pense aussi aux labels indépendants qui gèrent plusieurs artistes et donc qui ont là aussi un intérêt particulier à protéger leurs données et qui ont un intérêt plus grand encore que celui des artistes indépendants à mettre en place des systèmes de paiement, le nœud Umbrella OS, Bitcoin, tout ça, évidemment. Donc cela, ça peut être important d'avoir même plusieurs connexions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le routeur, lui, il peut savoir s'il y a une connexion qui, à un moment donné, ne fonctionne pas, parce qu'il y a une panne, il y a un problème de réseau, il y a une interruption quelque part, paf, et on peut automatiquement switcher sur une connexion de secours, qui va être peut-être un abonnement moins cher, moins performant, mais qu'on va peu utiliser finalement. Et le routeur en permanence équilibre les communications entre ces deux services, et parce qu'a priori qu'il y ait un service qui tombe, ça peut arriver, que les deux tombent en même temps, c'est comme l'histoire du type qui se fait arrêter à l'aéroport, à la douane, parce qu'il a une bombe avec lui dans sa valise. Alors évidemment, les douaniers, ils le chopent quand il passe au rayon X, là, et puis ils disent, mais ça va pas, qu'est-ce que vous faites avec une bombe, vous êtes un terroriste, machin et tout. Et le mec dit, non, pas du tout, mais simplement, moi j'étudie les statistiques et la probabilité, vous savez, il y a une chance sur 10 milliards qui est une bombe dans un avion, mais il y a une chance sur 100 000 milliards qui est 2 bombes dans un avion. Donc, c'est pour ça qu'il en prend une avec lui. Là, c'est un peu pareil.
avec les connexions Internet. Autre point qu'on néglige souvent, mais là ça va avec, le Wi-Fi, parce que bon, les Wi-Fi de box, ça dépend de la génération des box, mais ils sont pas toujours des Wi-Fi de ouf. Et surtout, là encore, on a peu de réglages. On peut juste choisir le nom qu'on veut donner à son Wi-Fi et son mot de passe, mais c'est rare qu'on puisse choisir les canaux. Par exemple, si on a plusieurs points Wi-Fi chez soi parce que c'est un peu grand ou il y a un étage ou que sais-je, ça peut être utile de choisir, si on a plusieurs points Wi-Fi, de faire en sorte de régler les canaux, parce que c'est comme la radio, hein, il y a, comme les chaînes de télé, il y a des canaux, et ça peut être utile de choisir des canaux qui sont assez loin l'un de l'autre, de façon à ce que se brouillent pas. Donc bon, ça c'est pas mal. Donc c'est pour ça que là encore, tout milite en faveur d'avoir un point d'accès Wi-Fi dédié, qu'on puisse placer vraiment bien comme on veut, qui va être géré par le routeur. Hein. Souvent c'est un routeur Wi-Fi, ça va faire la même chose. C'est pas obligé, mais ça peut. Et au moins avec des réglages où on peut régler, comme je le disais, les canaux. On peut régler la puissance des fois. On peut régler plusieurs réseaux. Évidemment, avoir de 4G, du 2 4 Go, 2 Go 4 et 5 Go de l'autre côté. Donc voilà, il y a... Ça permet, en plus d'un point de vue strictement technique, d'avoir une meilleure couverture pour chez soi, d'avoir moins d'interférences et un peu plus de stabilité. Donc voilà, en résumé, Internet, la box de l'opérateur qui sert juste de tuyau, et derrière la box, un routeur, un seul appareil qui gère absolument tout le reste. Donc... je parlais de paranoïa tout à l'heure, mais finalement, à partir du moment où on met le pied dans cette ambiance Bitcoin, Umbrel et Lightning Network, c'est pas tellement de la parano, hein, ça devient plus une histoire de cohérence technique. Si on veut faire ça, donc parce que ce que je tiens à faire passer comme message là, c'est que ce qui est important, on n'a pas besoin en fait d'avoir un réseau compliqué, mais on a besoin d'avoir quelque chose qu'on comprend. C'est ça l'enjeu essentiel, et c'est un des fondements de ma démarche sur cette chaîne, d'essayer de vous permettre, de vous donner les outils pour comprendre comment ça marche. Et après, de pouvoir prendre en connaissance de cause une décision éclairée en disant, voilà, ça, je me le garde pour moi-même, je vais le régler moi-même, tel autre truc, c'est trop compliqué, mais je préfère le déléguer à quelqu'un, mais j'ai suffisamment de compétences pour pouvoir choisir le quelqu'un en question avec un peu plus de discernement et pouvoir éventuellement poser les bonnes questions à la personne avec qui on s'apprête à travailler. Donc, voilà, ça c'était première partie, se dire que comment fonctionne son réseau et comment installer au mieux son réseau. Et on en revient là à notre ami Umbrel OS, parce que celui-là même, Umbrel OS, parce que par défaut, et comme on l'a vu, Umbrel OS est conçu pour ne fonctionner que sur le réseau local. Donc, je peux me connecter là, comme je le fais là, je me connecte à Umbrel OS, mais son adresse, alors que j'ai changé depuis la dernière fois, parce que par défaut, il m'avait mis umbrel.local, mais il se trouve que ça, c'est ce qu'il va faire par défaut. Alors, si vous avez qu'un seul appareil Umbrel chez vous, pas de problème. Umbrel.local, il y en a qu'un. Mais moi, j'en ai déjà un. Et là, celui-ci, c'est le deuxième. Je m'en sers pour faire les démos et faire les explications. Donc, il fallait que je lui change son nom, ce qui était extrêmement simple. En fait, c'est fait alors avec le terminal, hein, parce que petit à petit, quand même, il va bien falloir à certains moments apprivoiser cette chose étrange qui est le terminal. Hein, vous savez, ce truc-là, là, bah tiens, vous voyez, j'ai fait une mise à jour, donc voilà.
il va falloir apprivoiser cette chose qui est le terminal, parce que moi c'est un truc qui me fascine. J'en profite pour faire une remarque comme ça en passant, parce que peut-être que parmi vous, y a-t-il certains de mes étudiants anciens ou actuels, j'interviens dans un certain nombre d'instituts pour former les futurs techniciennes et techniciens du son, mais plus encore. Et je constate toujours avec plaisir d'ailleurs que dans le cursus, où que ce soit, il y a toujours un petit peu d'électronique. Parce que c'est important, à un moment donné, de comprendre comment fonctionne un préampli, un compresseur, un égaliseur. Et parfois même, des exercices pratiques. Fabriquer une petite pédale de distorsion, ou des choses comme ça, avec des composants, des résistances, condensateurs, une bobine. En même temps, je peux pas m'empêcher à chaque fois de constater que malgré tout, les gens qui se forment aujourd'hui à la production musicale sont des gens qui, très probablement, vont travailler la plupart du temps, peut-être pas totalement, mais au moins en bonne partie, avec un ordinateur. Et que dans ces formations, où on parle d'électronique, on parle de résistance, de condensateur, tout ça, on parle jamais de terminal. Alors que on va quand même passer sa vie à travailler avec des ordinateurs et des plugins. Donc, si on a besoin de comprendre un compresseur hardware et des systèmes de détection optique et autres, etc., et de comprendre comment ça marche, ce qui est une très bonne chose, une fois encore, mais ça serait pas mal non plus d'avoir une espèce de bagage minimal sur... il y a un terminal dans l'ordinateur, que ce soit un PC sous Windows ou un Mac ou a fortiori un ordinateur sous Linux, il y a un terminal dedans, forcément. Donc ce serait bien d'apprendre un peu à s'en servir, c'est pas du tout effrayant. Et puis en plus, après, on y prend vraiment du plaisir parce qu'on se rend compte qu'un ordinateur, c'est une machine extraordinairement puissante et tellement rapide qu'une fois qu'on lui a enlevé sa couche graphique. Et donc ce soir, on va regarder, parce qu'on a besoin, notre installation Umbrel OS, à certains moments, on a besoin de pouvoir y accéder depuis l'extérieur. Et là, pour l'instant, j'ai cette installation qui tourne là sur mon ordinateur qui est à côté de moi. Enfin, celui qui est à côté, là, celui qu'on voit à l'écran, c'est un autre encore qui est connecté par le web à l'ordinateur Umbrel, le Mac Mini qu'on a installé la dernière fois. Mais si je veux accéder et avoir cet écran-là que j'ai sous les yeux, quand je ne suis pas chez moi, ça pas possible. Parce que, alors, d'une part, il faudrait que je connaisse, alors, ça c'est facile, mais il faudrait que je mémorise ma propre adresse IP, celle qui m'est fournie par mon fournisseur d'accès, justement, qui m'attribue une adresse IP à ma connexion, alors qui en principe ne change pas, mais elle peut, puisque c'est le fournisseur d'accès qui décide, généralement elle change pas, mais elle peut changer quand même. Et puis, quand bien même je connais mon adresse IP, j'arrive dessus, depuis l'extérieur, et là, je tombe sur la box, qui elle a son propre système de protection malgré tout, parce que tous les fournisseurs d'accès à Internet proposent une box qui est déjà quand même pas mal protégée, donc je vais pas pouvoir rentrer dans la box, sauf si j'ai des amis chez le fournisseur d'accès, je peux pas rentrer dans la box. Et quand bien même j'arriverai à rentrer dans la box, parce que j'ai des amis chez le fournisseur d'accès, derrière, je vais tomber sur mon routeur Wi-Fi, qui lui va dire « mais t'es qui toi ?» et ne va pas me laisser rentrer. Alors, là, pour ça, il va falloir trouver autre chose. Il va falloir que mon accès puisse se faire par l'intermédiaire d'une adresse IP qui va être une adresse IP publique. Donc publique au sens de, c'est pas forcément tout le monde qui va la connaître, mais enfin si, mais en tout cas tout le monde pourra y accéder. Ça sera accessible depuis l'extérieur. Ça c'est une manière de faire. Parce que en fait il y a plusieurs manières de le faire. La première qui pourrait venir à l'esprit, c'est de créer ce qu'on appelle un VPN, un tunnel privé
un réseau privé virtuel, VPN, Virtual Private Network. Mais ça voudrait dire que je serais obligé de faire tourner un logiciel de VPN ici, chez moi, et qui me permettrait donc d'entrer dans mon réseau, mais qui permettrait seulement aux utilisateurs autorisés, alors généralement par un identifiant, un mot de passe, une clé X ou Y, d'entrer chez moi. Mais j'ai pas trop envie de ça, parce que ça c'est assez technique à mettre en place, et ça expose quand même directement mon réseau. Même chose, le plus simple, c'est mon IP public, l'adresse IP qui m'est fournie par le fournisseur d'accès. Je pourrais très bien, dessus, malgré tout, ouvrir ce qu'on appelle un port, hein, parce qu'un firewall, la protection du réseau, faut imaginer ça comme un mur de briques. Et en fait, il est possible, comme dans un vrai mur de briques, d'enlever certaines briques, et donc de faire un trou, de façon à ce qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur, et passer la main, éventuellement. Donc, évidemment, la première solution, la plus simple, quelque part, ce serait de faire ça. Mais, sauf que là, simplicité maximum, risque maximum. J'expose un port directement à la Terre entière. Et la Terre entière comprend de très nombreux robots qui analysent absolument toutes les IP en permanence, qui scannent tout pour voir si justement il n'y a pas « Ah tiens, il y a une ouverture là, il a enlevé une brique dans son mur, je vais aller regarder ce qui se passe. » Et c'est pas cool, j'ai pas envie de ça. Donc je préfère, et puis en plus techniquement c'est quand même un peu relou à mettre en place, donc on va pas faire ça, et c'est pourquoi on va faire une entorse à notre principe de l'open source en utilisant ce qu'on appelle un tunnel, et qui est proposé par cette société qui s'appelle Cloudflare. Ah bah tiens, ouais, hop. Ceci, tu disais, ben non, moi j'ai pas faim. Merci. Et puis aujourd'hui c'est Kadashi. Alors, utiliser un tunnel. Et en fait, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Tiens, regarde, je vais attraper ce truc-là. Ah mais il est pas branché. Bah non, je peux pas attraper ce truc-là, mais c'est branché. Pourquoi il veut pas? Non. Ok. Bon, eh ben c'est pas grave. On va le faire sans dessin. Le principe du tunnel Cloudflare, c'est en gros que, comme son nom l'indique, le système, on va créer un tunnel. Et cet avantage, c'est que, et qui va aller donc chez cette société qui s'appelle Cloudflare, dont on a beaucoup entendu parler à double titre ces dernières semaines, parce que au départ, Cloudflare, la première utilisation qui a été faite et qui est en fait assez pratique pour protéger les serveurs, parce que quand bien même vous avez un serveur sur Internet comme chez vous, votre Umbrella OS, il a une adresse IP publique. En même temps, et cette adresse IP, alors elle est sous la forme, si c'est les anciennes adresses IP, ce qu'on appelle la version 4, les IPv4, elles sont sous la forme, alors pour votre réseau local, vous avez peut-être déjà vu ça, 192.168. Enfin c'est un chiffre entre 0 et 255, point, un autre chiffre entre 0 et 255, et ça 4 fois. Et évidemment, ce truc-là, impossible à mémoriser. C'est plus facile de mémoriser tartampion.com ou trucmuche.fr. Ça, c'est ce qu'on appelle un nom de domaine. Tartampion.com. Peut-être prendre celui-là, tiens, parce que on va en prendre un là. Il va falloir un nom de domaine à un moment donné pour nos activités ici, donc il va falloir que j'en prenne encore un. On va utiliser donc ce nom de domaine. Lui, en fait, ce qu'il fait, c'est la relation entre le nom qu'un être humain peut mémoriser et l'adresse IP, parce qu'après il y a les adresses IP V6 qui sont elles absolument impossibles à mémoriser, c'est des trucs en hexadécimal qui sont longs comme ça, donc on peut pas s'en rappeler. Il faut absolument un serveur de nom de domaine entre les deux qui en fait va dire comme là je viens de le faire, vous allez dans votre navigateur, vous tapez cloudflare.com.
Ça, c'est facile de s'en souvenir. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Quand vous faites ça, ce qui se passe, c'est que votre ordinateur, il va d'abord quérir, faire une requête auprès d'un serveur de nom de domaine, on appelle DNS, Domain Name Server, et il va lui dire, Patrice veut se connecter au serveur cloudflare.com, quelle est son adresse IP? Le serveur de nom de domaine va répondre, voilà l'adresse IP, cette fameuse suite de chiffres qu'il me serait absolument impossible de mémoriser. Il va me dire, voilà, l'adresse IP c'est ça, et ensuite mon navigateur va se connecter au serveur web où se trouve le site de cloudflare.com. C'est ça qui se passe. Sauf que, peut-être que le serveur en question, qui existe quelque part dans le monde, alors bon, on simplifie en disant c'est un seul serveur. Dans la pratique, c'est des batteries de serveurs qui sont répartis dans toute la planète. Mais on va faire simple, on va dire il y a un seul serveur, comme si vous aviez loué un serveur quelque part chez un hébergeur, comme OVH par exemple. Si vous avez votre propre site internet, vous avez loué un bout de serveur chez OVH qui a donc une adresse IP. Mais peut-être que ce que vous avez mis sur ce serveur, vous n'avez pas trop envie que les gens connaissent directement l'adresse IP du serveur. Vous voulez mettre un filtre entre les deux. Il y a vos visiteurs d'un côté, ils arrivent sur un serveur dont ils vont connaître l'adresse IP, parce qu'il va se passer ce que je viens de décrire. Donne-moi l'adresse de cloudflare.com. Oui, l'adresse, c'est ça. Ok, ils vont arriver là, et puis là, Cloudflare, lui, connaît l'adresse où se trouve le vrai serveur. Et il va juste faire la standardiste. Et il va faire le relais. Je passe les plats entre la personne qui, elle, ne voit que l'adresse IP Cloudflare et Cloudflare qui, lui seul, donc il n'y a pas de fuite de données, connaît la véritable adresse IP où se trouve le serveur. Ce qui fait que mon visiteur, là, s'il avait des intentions malveillantes, déjà, il va ramer un peu avant de trouver l'adresse IP véritable de mon serveur, et donc, parce que s'il la trouve, l'adresse IP véritable de mon serveur, il pourra se brancher directement dessus. Mais moi, je veux pas ça. Donc, c'est à ça que sert Cloudflare. Et au début, et ils ont été assez un peu décriés pour ça, et c'est l'origine une des raisons pour lesquelles il fait l'actualité de manière très récente, c'est que en Italie, alors évidemment ils vont toujours vous dire c'est pour protéger les gens. Alors pour protéger je ne sais plus quelle catégorie de personnes, les enfants, les mineurs, je sais plus, ils ont décidé d'interdire l'accès à un certain nombre de sites. Sauf que le problème que ça pose, c'est que si Cloudflare, ils ont dit à Cloudflare, vous devez bloquer un certain nombre de choses. Sauf que concrètement, techniquement, il n'est pas possible que certaines choses soient bloquées sans que d'autres le soient aussi, qui, elles, n'ont pas envie d'être bloquées, sont parfaitement utiles. C'est un peu le problème l'éternel problème depuis qu'il y a Internet avec les hébergeurs. Les hébergeurs, c'est un peu, ou les fournisseurs, un peu comme Cloudflare, les gens qui font ce genre d'activité, c'est un peu comme des patrons d'un parking. Et la question qui est toujours la même, c'est est-ce que on doit poursuivre et tordre le bras et éventuellement sanctionner le patron du parking parce que dans le parking, quelqu'un a garé une voiture volée? C'est un peu ça le souci. Alors, pendant longtemps, depuis les débuts, ça a fait des débats juridiques, ça, et les hébergeurs bénéficient d'un certain nombre d'assouplissements. Parce que, voilà, ils sont comme un patron de parking. Le patron du parking, il va pas s'amuser, on va pas lui demander chaque fois qu'il y a une voiture qui entre ou qui sort, de retenir la plaque d'immatriculation, de savoir exactement qui c'est et de vérifier, de descendre, de dire attendez, monsieur, madame, est-ce que c'est bien vous? Sortez-moi les papiers de la voiture. Est-ce que c'est bien vous qui êtes propriétaire de la voiture dont la plaque d'immatriculation est là? Vous voyez le truc? On va pas demander à un patron de parking de faire ça, parce que sinon la queue pour entrer ou sortir du parking, ça prendrait des jours. Donc ça serait juste pas possible d'un point de vue pratique. Bon, là c'est la même chose.
L'Italie demande à Cloudflare de bloquer un certain nombre de choses, sauf que Cloudflare dit oui, mais non, parce que si je bloque ça, je vais bloquer aussi tout ça, et ça, vous n'avez pas envie que je bloque tout ça. Donc Cloudflare en sont, aux dernières nouvelles, sur le point de dire, écoutez, puisque c'est comme ça, nous on fait plus rien pour l'Italie. Voilà, il n'y a aucune entreprise italienne qui pourra plus bénéficier de nos services parce que c'est juste pas possible. Et c'est parce qu'ils avaient cette fonction d'abri, si vous voulez. On peut pas voir ce qui se passe derrière. Hein. C'est tout leur business qui est basé là-dessus. Donc ça veut dire que voilà, moi je fais des actions malveillantes, je mets un serveur quelque part dans un coin du monde et puis je passe par Cloudflare pour que personne, y compris éventuellement des services administratifs, personne ne peut savoir où est véritablement le serveur. Vous savez, on voit ça dans toutes les séries. Hein, il dit ça, non, je peux pas. Il utilise un VPN ou il utilise je sais pas quoi ou il utilise ça. Je peux pas trouver l'auteur de machin à moins qu'il commette une erreur, évidemment, ce qui est toujours possible. Donc c'est à ça que sert Cloudflare. Et puis l'autre raison pour laquelle ils ont fait beaucoup parler d'eux récemment, c'est au mois de décembre, il y a eu cette énorme panne qui a coupé à peu près 20% des sites dans le monde. Donc voilà un peu pour Cloudflare ce à quoi ils font. Et alors ce qui est très bien, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que en fait c'est pas Internet qui rentre chez nous, mais c'est nous qui allons vers Internet. Enfin nous, au sens de notre instance Umbrel. Ça veut dire que on n'a pas à se préoccuper de gérer des adresses IP publiques. On n'a pas à ouvrir un port, enlever une brique au mur de notre maison, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de surface d'attaque. Hein, la surface d'attaque, c'est tous les moyens qu'un acteur malveillant pourrait vouloir mettre en œuvre, et il y a beaucoup moins de surface d'attaque pour notre réseau. Donc, on est protégé, et avec un tunnel Cloudflare, ça permet d'accéder à Umbrel OS depuis n'importe où, et surtout de choisir de n'exposer qu'une seule des applications qu'on va installer. Alors pour l'instant, on n'a qu'une, c'est notre nœud Bitcoin, mais ça nous permet de n'exposer qu'une seule des applications qu'on a. Et là, on se soucie de rien et ça fonctionne. Et après, on peut protéger cet accès avec évidemment l'authentification de Cloudflare, déjà d'une part, éventuellement le bon vieux système email mot de passe, ou ce que j'aurais tendance à recommander, en plus d'avoir ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs, c'est-à-dire d'avoir un petit appareil, j'en parlerai, c'est un de ces 4, qui est une clé type YubiKey, ou avec éventuellement son téléphone, ou son empreinte numérique, ou avec Bitwarden, pour faire, il y a plein de moyens d'avoir une vérification secondaire. Par les temps qui courent, il y a encore eu entre la semaine dernière et cette semaine, il y a encore eu je sais pas combien de fuites à la Fédération française de tennis, il y a encore eu un truc ce matin, j'ai reçu des mails, vos données sont peut-être parties dans la nature. Donc voilà, donc utiliser le Cloudflare, le tunnel Cloudflare nous permettra de pouvoir accéder depuis l'extérieur uniquement aux choses auxquelles on a besoin d'accéder, sans trop se prendre la tête. Et bonne nouvelle, c'est gratuit. Parce qu'évidemment, alors, bon, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc Cloudflare, c'est un peu, en même temps, il faut qu'on parte du principe qu'on leur fait confiance. Parce qu'évidemment, eux, ils sont pile au milieu. C'est le principe même. Il y a des attaques informatiques qui s'appellent MITM, c'est Man in the Middle, parce que on est exactement dans le principe de l'attaque avec un individu au milieu. Hein, vous voulez vous adresser à quelqu'un qui est derrière moi, sauf que moi je me fais passer pour cette personne-là. Vous me connaissez pas, vous le connaissez pas. Vous savez pas à quoi il ressemble l'autre. Donc vous me parlez à moi et en croyant parler à l'autre. Et puis moi, derrière, je vais parler à l'autre qui va me donner la réponse à la question que vous avez posée et je vais vous la retransmettre. Et du coup, je sais tout de vous, je sais tout de l'autre et je sais tout ce que vous vous êtes dit. C'est ça qui m'intéresse. Donc typiquement, si Cloudflare est gratuit, on se doute bien que c'est pas à 100% par philanthropie, mais on va quand même leur faire confiance, malgré tout, sachant que parce que tout ce qui passe par Cloudflare est crypté, donc
en principe, ils voient passer des flux cryptés entre vous et eux. Alors eux, ça, ils peuvent le... Mais bon, ils sont quand même au bon endroit pour voir passer les choses. Et évidemment, le jour où l'informatique quantique arrivera, entre 2028 et 2030, a priori, ce jour-là, des sociétés comme Cloudflare, si elles veulent être malveillantes et qu'elles ont stocké des flux de données, quitte à se dire que c'est pas grave, elles peuvent pas les décrypter pour l'instant, mais elles pourront le faire le jour où l'informatique quantique sera disponible et suffisamment au point pour que ça fonctionne. Alors bon, ouais. Plein de scientifiques disent entre 2028 et 2030, d'autres pensent qu'on en est encore loin, mais on sait jamais. Donc on va partir du principe qu'on leur fait confiance, parce que sinon ça serait techniquement trop compliqué, et donc on va choisir ce qu'on expose, à qui et comment. Donc le tunnel va agir comme une espèce de pont sécurisé, et c'est pas une porte ouverte, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer... Tiens, je vais repasser là. Ce qu'on va faire, c'est créer un tunnel Cloudflare. Et première chose à faire, c'est se créer un compte. Et on va commencer avec essayer l'offre gratuite. Tiens. Pof, non, j'ai pas besoin j'aime pas les cookies, moi. Alors... Et là, il nous propose de créer un compte. Alors, je vais en profiter pour créer un compte, parce que évidemment, l'idée c'est toujours de parler de musique, hein, même si on a l'air d'en être très loin. Je veux bien le concéder. Mais l'idée c'est quand même de parler de musique et d'en faire à un moment donné. Et il faudra que si je veux pouvoir continuer à vous montrer un certain nombre de trucs, il va falloir moi-même que j'ai de la musique à mettre en ligne, sauf que pour ça, il faut que ça soit de la musique que je possède, ou pour laquelle j'ai le droit de la mettre en ligne. Et donc, évidemment, le plus simple, ça sera que j'en fasse moi-même, tant pis pour vous, mais c'est sans doute ce qu'il y aura de mieux. Donc, je vais plutôt choisir, moi je suis à l'ancienne, je me méfie, c'est pareil, hein, je choisis de faire confiance à Cloudflare. Là, maintenant, est-ce que j'ai envie de faire confiance à Google, Apple ou GitHub? Alors GitHub, oui. Enfin oui, non, ils appartiennent à Microsoft. C'est terrible, hein. Donc on va dire, je vais plutôt me créer une adresse mail. Là encore, gratuite, sécurisée, européenne, une société allemande que j'aime bien, qui s'appelle tuta.com. Alors, tchac, on va pouvoir repasser sur le truc. Bon, là, il me pose juste quelques questions, donc j'ai utilisé un de mes comptes Google, en fait, pour qu'est-ce qu'on va mettre, student, author, ouais, développeur engineer, mais puis one myself, protect your app and user, secure website. Oui, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et là, en fait, je vais avoir besoin d'enregistrer, de créer un nom de domaine. Donc, on va faire ça. Et qu'est-ce qu'on va chercher? Alors, comme on prévoit de faire de la musique, je vais prendre un nom de domaine que je vais appeler tmc musique.com et voir si il est disponible. Parce que c'est ça le truc, ouais. Et ça, c'est $10,46. Il y a tous les prix pour éventuellement d'autres choses. Mais non, .com, c'est bien. Ouais, c'est bien. $10,46 par an. On va le prendre pour un an. Voilà. Qu'est-ce que... Bah tiens, je vais repasser sur la caméra le temps de remplir les trucs. T'es pas obligé de prendre un nom de domaine parce que lui-même propose, je suis nouille de pas y avoir pensé avant, c'est plus simple. Mais de toute façon, j'avais besoin de ce nom de domaine, donc c'est fait. Mais à ce moment-là, ça
crée un nom de domaine, et ben on va l'appeler, comment on va l'appeler? On va l'appeler Biopath, tiens. Hop là, Zero Trust Free, donc c'est ça qui m'intéresse. Alors, comment je suis arrivé là? En fait, une fois connecté sur mon truc, attends, je vais juste vérifier. Voilà. Si, ça je peux. Tac. Alors, une fois que j'étais connecté là, j'ai fait Quick Search, et là, j'ai tapé tunnel, et il m'a sorti ce lien, Zero Trust Networks Tunnel, ce qui m'a conduit à cette page, donc où j'ai choisi mon nom Biopath. Là, je choisis le gratuit. Et donc, il faut quand même renseigner un moyen de paiement. Et là, je l'achète pour 0, donc. Hein, on est d'accord. Et j'ai droit à 50 sites. Donc, c'est absolument là ce qui m'intéresse. Ensuite, hop, en fait, c'est là. Langage en français, ça va être plus simple. Hein, voilà. Là, je vais dans réseau connecteur, parce que c'est pas ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. En fait, ce que je suis en train de faire pour continuer de répondre à la question. Et donc là, je veux m'ajouter créer un tunnel avec Cloudflare. C'est ça qu'on veut faire. Hein, créer un tunnel avec Cloudflare pour créer des connexions sortantes uniquement vers des applications internes ou des réseaux privés entiers. Donc c'est exactement ça. Et voilà. Et ça va être un tunnel avec Cloudflare. C'est cette option-là qu'il faut sélectionner. Et là, je vais lui demander le nom du tunnel. Donc là, je vais l'appeler Umbrel. Voilà. Et ensuite, alors je vais pas. En fait, ça va être plus simple que ça. Parce que là, je vais aller dans mon truc Umbrel et je vais installer l'application qui va me permettre de faire ça à peu près tout seul. Donc, qui s'appelle Cloudflare Tunnel. Et je vais l'installer. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Je me suis compliqué la vie. Donc là, il est en train de me l'installer. Et en fait, lui va me donne un jeton qui est là. Alors là, on n'en voit qu'un petit bout. En fait, c'est cette partie-là, là, ça, c'est le jeton, c'est-à-dire que c'est un truc à rallonge, hein, c'est beaucoup plus long que ça. Mais je vais pas vous le montrer, celui-là. Et je vais aller le copier. Je vais me le mettre dans une note. Parce que, en fait, le truc, si je vais quand même, attends, regarde. Le truc, c'est copier ça, mais nous, la seule chose dont on va avoir besoin, c'est du jeton. Donc, on va pas avoir besoin de la commande sudo cloudflare install. Voilà. On va pas avoir besoin de cette partie-là de la commande sudo cloudflare service install, parce qu'en fait ça c'est si on installait le logiciel même Cloudflare, mais en fait ça Umbrel s'en charge pour nous. Et donc ce dont on a besoin c'est de la suite. Alors qui est là, je vous montre le début, donc ça vous risquez pas de trouver la suite, hein, c'est un machin qui fait qui est vraiment très long. Donc le truc c'est copier ça, le mettre dans un éditeur de texte et virer donc le fameux sudo cloudflare service install pour ne garder que l'information du jeton. Et ensuite,
si je reviens à Umbrel, là, je vais cliquer pour la première fois sur comment mettre en place le tunnel. Donc, il faut configurer l'application. Et là, alors, ils sont cool chez Umbrel parce que ils veulent bien. Moi, je vous ai dit de virer le truc parce que c'était plus simple, mais enfin, moi, ça me paraissait plus simple. Mais là, en fait, on peut mettre le truc complet. Donc, je vais le coller, mais hors de votre vue. Sait-on jamais. Et là, il me dit Save and Restart. Donc, je clique sur Save and Restart et il me dit ça va redémarrer dans un moment. Hop. Et là, je suis en train de regarder. Ah ben voilà, il le voit. Ok, bon ça de toute façon je vais le virer après, donc c'est pas grave. Donc là, je suis revenu sur la page Cloudflare et là tout de suite, hein, il m'a repéré automatiquement dès que j'ai redémarré Umbrel, il m'a repéré l'identifiant du connecteur, le statut connecté. Il me dit même que la version est obsolète. Donc si je vais ensuite, là, je peux rajouter éventuellement un sous-domaine. Bah, tiens, je vais le faire. Umbrel. Là, j'ai dans les domaines. Ah oui, ça c'est requis. Donc il fallait quand même bien. C'est mon domaine que je viens de prendre. Donc ça m'a coûté $10,46 pour un an. De prendre le nom de domaine chez eux. Il y a moyen de le faire moins cher. Hein. D'habitude, les autres noms de domaine que j'ai sont chez, là encore, Cocorico, chez un hébergeur français qui s'appelle OVH. Mais là, c'est pareil. Comme je voulais un truc plutôt clean que je puisse jeter et effacer après les lives pour pas, évidemment, parce que d'un côté, moi, j'ai vraiment envie de vous montrer absolument tout. Ce qui se passe, y compris les informations secrètes, comme mon numéro de carte de crédit tout à l'heure. Heureusement, il était que partiel. Mais donc comme ça me permet d'éliminer tout ça ensuite. Et quand même, c'est toute la difficulté de faire un truc live où on cache rien. Et surtout, j'avais pas prévu de le faire vraiment live. En fait, toute cette partie-là, il y en a d'autres. J'ai prévu de les enregistrer dans un premier temps pour pouvoir ensuite les diffuser en live et les commenter en même temps, ce qui sera plus simple et ce qui évitera les quelques galères que j'ai pu avoir là. Et donc là, ça va être Umbrel, mon nom de domaine que j'ai pris tout à l'heure. Le service, c'est HTTP, hein, parce que évidemment, comme Umbrel ne fonctionne que sur mon réseau local, il n'y a pas de HTTPS qui serait la sécurisation du protocole, qui impliquerait d'avoir des certificats et tout ça. Le navigateur voudrait pas se connecter, enfin ça serait compliqué. Et je lui demande l'URL, et c'est là où ça devient intéressant, parce que si je voulais partager tout Umbrel, qu'est-ce que je ferais? Je mettrais cette URL-là, http umbrel-biopath.local, qui est mon URL en local, sur mon réseau local. Si vous essayez de taper umbrel-biopath.local sur votre ordinateur, il va vous dire, bah non, je connais pas, ça n'existe pas pour l'histoire de DNS dont on parlait tout à l'heure. Mais si je ne veux partager qu'une seule application, par exemple, juste le nœud Bitcoin, pour savoir où il en est, parce que bah, lui, il y a à peu près... quoique en même temps, attends, parce que lui, il n'est pas protégé par une connexion. Ça fait quoi si je fais ça? Ah oui, non, c'est pour connecter un truc dessus. Lui, il n'est pas protégé par une connexion. Mais bon, si je voulais le partager, et ne partager que lui, là, je partagerais umbrel-biopath.local, 2100, c'est le numéro du port que Umbrel a assigné à l'application. En fait, quand il y a 2 points à la fin d'un URL, ça veut dire qu'on va se connecter à un port spécifique de la machine. Donc, en l'occurrence, la machine, là, c'est mon Mac Mini. L'ensemble du Mac Mini est sur umbrel-biopath.local, ce qui signifie que bah, là, on va arriver directement sur Umbrel.
Et si je ne veux partager que le port 2100, à ce moment-là, je vais mettre ça. Mais en fait, non, je vais prendre celui-là et je vais aller renseigner ça ici. Voilà. Sans le HTTP, là, pour le coup, ça c'est sûr. Voilà. Et paramètres d'application supplémentaires. Alors, je peux lui donner des paramètres supplémentaires, éventuellement si j'avais besoin. Si j'avais un proxy. Enfin bon, après c'est du. Mais en fait là, il y a rien de particulier à ajouter. Et là, je peux faire terminer la configuration. Hop. Voilà. Donc ça y est. Il me dit qu'il est prêt, il y a l'identifiant du tunnel, l'itinéraire, le statut est sain, il fonctionne depuis 5 minutes. Et là, ce que je peux faire, c'est que si je vais me chercher un autre navigateur, et là pour le coup, que je tape umbrel-tmcmusic.com, et ben normalement, là je vais me connecter à un site internet, et voilà, boum, je suis connecté à ma machine. Donc évidemment, il va me demander un identifiant et un mot de passe. Alors tiens, je vais faire un test. Est-ce que si par exemple je suis malveillant, je me dis je veux rentrer là, comme peut-être une partie d'entre vous, et je vais prendre ça et je sais que si c'est Umbrel, parce que évidemment là je l'ai appelé Umbrel, ça c'est un truc d'andouille. De faire ça, parce que ça dit à tout le monde, la machine qui est derrière, c'est une instance Umbrel. Dans la vraie vie, je vais l'appeler, je sais pas quoi, tototo, tututu, tititi, un truc improbable ou même un truc à rallonge dans ma définition. Hop, si je fais configurer là, tchac. Non. Voilà, non, ça c'est le nom du tunnel. Voilà. Là, modifier. Voilà, c'est dans le pas le sous-domaine, oui, dans le sous-domaine. Là, j'ai mis un sous-domaine qui est évident, qui donne une indication. Ah, tiens, c'est une machine Umbrel, trop cool. Donc, comme c'est une machine Umbrel, trop cool, et que je sais que si cette machine Umbrel a un nœud Bitcoin, il va tourner sur le port 2100. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, je suis curieux de voir ce que va faire Umbrel. Je sais pas ce que Umbrel va faire. Est-ce que il va m'interdire l'accès parce qu'il voit bien que je suis pas connecté, là, je me suis pas fait connaître, et ça semble être le cas. Donc là, est-ce que c'est Cloudflare qui bloque ou est-ce que c'est Umbrel? J'en sais rien, mais je peux pas. Alors que non, si je sais parce que je sais que si c'est parce que c'est Umbrel, parce que si j'étais identifié dans Umbrel, là il y aurait pas de problème. Donc voilà. Et alors, puisqu'on y est, dans les préférences de Umbrel, quand vous gérez votre instance en local, ce que je vous encourage à faire comme sur à peu près tous les services, parce que vraiment maintenant, c'est chaque jour, il y a des fuites. Alors vous me direz, bon, les données qui sont parties dans la nature, elles sont parties dans la nature. Donc ça, c'est foutu. Alors, c'est irrattrapable. Si à un moment donné, votre adresse physique, enfin notre adresse, parce que la mienne aussi, elle a fuité, votre adresse postale physique, là où vous vivez, a fuité, elle a fuité. La seule solution pour réparer la fuite, c'est de déménager. Mais si vous commencez à dire, je vais déménager, après vous allez dire, je veux changer de nom, après vous allez voir un chirurgien esthétique, je veux changer de visage ou de forme, et puis et ainsi de suite. Après vous allez voir l'État en disant, je veux changer de numéro de sécurité sociale. Ils vont être vachement contents. Donc voilà, les données ont fuité. Maintenant, c'est pas la peine non plus de faciliter la tâche. Ça nous éduque tous collectivement. Ça fait des années et des années que je traite ces questions-là dans le cadre de mon activité de développement de sites internet et d'applications.
Et ça fait des années que je dis la même chose aux personnes qui m'interrogent en disant le problème avec la sécurité, c'est que pour qu'elle soit, plus on veut qu'elle soit efficace, plus ça va être compliqué à mettre en œuvre et perturbant pour les personnes. Donc si vous imposez aux visiteurs de votre site internet de dire ah bah oui mais la sécurité par-ci, sécurité par-là, il faut faire ci, il faut faire ça, je vais t'envoyer un mail, tu vas répondre avec le code qui est dans le mail et puis ensuite tu vas me montrer ton visage et patati patata. Bon, malheureusement, ça a fait que pour ne pas pénaliser l'expérience utilisateur, le fait que ça soit facile d'utiliser un site, il se rappelle de tout, il mémorise tout, donc c'est super confortable. Sauf que, évidemment, le jour où il y a un problème, ça fait très très mal. Et là, l'année 2025 a été absolument catastrophique à ce niveau-là. Donc, on s'habitue petit à petit à arriver vers des solutions de plus en plus contraignantes et ennuyeuses. Parce que là, je suis en train de vous dire, bah oui, engagez, cliquez là. Mettez l'authentification à 2 facteurs. Tiens, voilà encore un truc que j'aurais pas dû montrer. Bon, il va falloir que je réinstalle Umbrel, trop cool. Mais c'est pas grave. Mais remarque non en même temps. Attends. Ah bah si, tu auras le code d'utilisation, oui, si. Parce que je me suis rendu compte, ça m'est arrivé une expérience qui m'est arrivée il y a pas longtemps, qui est très désagréable. J'ai perdu des sous. J'avais installé dans mon navigateur pas un portefeuille crypto, enfin si oui et non, un truc qui s'appelle MetaMask, qui fonctionne sur la blockchain Ethereum au départ, et donc qui permet de créer des comptes dedans et de utiliser ces comptes pour s'identifier avec son adresse et sa clé privée Ethereum. Et j'avais créé un compte comme ça, et je pense qu'un jour, j'ai cliqué, je sais qu'une fois, je me suis fait avoir un site qui était vachement bien fait. J'ai cliqué sur un lien que j'ai reçu dans un mail, ça m'a emmené sur le site qui m'a demandé de m'identifier avec MetaMask. J'ai dit « Ok », je m'identifie avec MetaMask, et il se passait un truc qui était étrange. Et j'ai bien vu que c'était étrange, et même MetaMask a détecté un truc louche à un moment donné, mais en même temps, j'en avais un peu rien à faire parce que je savais que ce compte-là était le seul d'ailleurs que j'avais dans MetaMask, était absolument inutilisé, jamais utilisé, donc ça risquait absolument rien. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vois le truc, et effectivement je vois le truc qui est louche, et puis bon, j'en reste là. Et j'y pense plus. Sauf que j'ai fait l'erreur de ne pas détruire cette adresse-là. Et cette année, enfin l'année dernière, à un moment donné, j'avais besoin de faire une transaction sur la blockchain Ethereum. Je me dis, ah bah tiens, j'ai cette adresse-là, bah elle est déjà là. Je m'en suis jamais servi, c'est pas grave. Tu sais quoi? Je vais faire le truc. Et je mets des sous dessus, enfin des Ethers, un petit bout. Et puis, au bout de quelques heures, et ça me permet de me connecter à une plateforme, donc très bien, je transfère la somme de MetaMask, enfin de l'adresse MetaMask, et vers l'équivalent de la plateforme. Et en fait, quelques heures plus tard, tout l'argent qu'il y avait dessus, heureusement il n'y avait pas grand-chose, tout ce qu'il y avait dessus a disparu. Et donc je contacte le support de la plateforme, je dis je comprends pas, j'avais déposé, je sais plus combien, il y avait 80 balles, 100 balles sur le truc, j'ai déposé ça là, et je vois dans l'historique que j'ai fait un retrait que j'ai pas fait. Et là, la personne que j'ai en chat sur la maintenance me dit, mais est-ce que vous avez communiqué cette adresse à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que vous en êtes servi sur un autre site à un moment donné, sur une autre plateforme, sur un machin truc? Et là, c'est, ah, mais oui. Mais c'était, je sais pas, 1 an et demi avant. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, et ça, franchement, peut-être qu'il y a beaucoup parmi vous qui vont dire, mais tu savais pas ça. Toi, tu savais pas ça, mais t'es trop nul. Il y a des gens qui, quand ils font des attaques comme ça, mémorisent le truc et le stockent. Et régulièrement, testent, parce que c'est facile sur une adresse Ethereum ou sur une adresse sur n'importe quelle blockchain, puisque les blockchains est publique. À un moment donné, il y a une adresse qui est exposée. Je vais récupérer la clé privée de l'adresse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre une alarme
un petit programme automatique qui, je sais pas, toutes les 6 heures, va aller checker si cette adresse-là il y a un dépôt qui a été fait dessus. Et le truc, il va tourner, et il peut tourner pendant des années. Donc, après, on oublie qu'on a affiché le truc qu'il fallait pas afficher. Et c'est stocké dans un coin, et le jour où on s'en sert vraiment, et ben là, clac, on se fait... Alors là, moi, je me suis fait piquer quelques sous, heureusement, c'était pas douloureux, enfin, un peu quand même sur le principe. C'était plus une histoire c'est mon amour propre qui a été heurté, plus que mon portefeuille. Mais j'aurais dû y penser. Donc voilà, il faut... L'Internet a de la mémoire. Et ça n'arrête jamais. Donc c'est pour ça que je vous engage à utiliser l'authentification à 2 facteurs. Personnellement, je suis en train de faire de la transition sur un système qui s'appelle YubiKey, qui permet d'avoir des petites clés comme ça qu'on trimballe avec soi. Alors au départ, j'en ai acheté une, exactement la même que celle qu'il y a sur la photo là. Alors c'est vachement bien, et en plus, par exemple, pour sécuriser son ordinateur, si on le perd ou si on se le fait voler, il y a moyen de faire en sorte qu'il soit impossible de se connecter, enfin d'ouvrir sa session, si la clé n'est pas physiquement introduite sur un port USB de l'ordinateur. Et je me suis dit, tiens, ça c'est génial qu'Apple ait fait ça, parce que c'est vrai que sur mon ordinateur, pas celui-là, mais sur mon ordinateur de boulot, j'ai quand même des trucs un peu sensibles, parce que c'est des clés d'accès à des serveurs, des machins, des trucs, pour des gens avec qui je travaille, ou de la musique des artistes qui m'envoient leurs sessions à mixer, ou des choses comme ça. Donc ça peut être un peu chaud, et je me suis dit c'est très bien, sauf que évidemment chez Apple ils sont plus malins que moi, et ils ont dit oui, mais il faut que tu aies une deuxième clé YubiKey, parce que évidemment si tu perds la première c'est fini, ou en tout cas au minimum ça va être très compliqué pour toi. Et ta vie, elle va être pourrie. Donc l'idée, alors surtout celle qui est sur la photo, je me suis renseigné un peu plus avant parce que c'est celle-là que j'avais achetée. En fait, comme c'est sur la photo, c'est tentant de l'avoir avec soi, pour l'avoir avec soi, de l'avoir avec son trousseau de clés ou un truc, voilà. Mais le problème, c'est que le trousseau de clés, c'est comme l'ordinateur, ça se perd. Alors évidemment, si vous laissez votre sac dans le métro où il y avait à la fois votre trousseau de clés, votre ordinateur, bon là, on peut plus rien pour vous là. Mais il faut une deuxième clé. Alors ils en ont des plus petites. Toutes petites, USB-C aussi, parce que maintenant tout est USB-C, donc qui permettent de rester physiquement dans l'ordinateur. Alors eux, ce qu'ils disent, c'est d'en avoir au moins 2, mais de préférence 3, de façon à ce qu'il y en ait une comme ça, mais celle avec le truc pour la mettre sur le porte-clés, mais on va l'avoir avec soi, sauf que elle va s'abîmer plus que les autres, parce que elle va être dans notre poche, il va se passer des trucs, on peut se cogner, on peut la tordre, l'abîmer, elle risque de s'abîmer. Donc il en faut une deuxième qu'on ait avec l'ordinateur, évidemment, si on les laisse ensemble, ça va pas. L'idée, c'est de ne pas les laisser ensemble quand on se déplace. Donc, une qu'on va laisser chez soi, en fait, ce qu'ils disent chez Apple, d'en avoir au moins 2, une qu'on a en permanence avec soi, qu'on laisse pas dans l'ordinateur, on la met dans sa poche chaque fois qu'on ferme l'ordinateur, et une autre qu'on va laisser dans un coin chez soi, ou chez une personne de confiance, de façon à, si on casse ou on abîme ou on perd la première clé, de pouvoir utiliser la deuxième. Mais voilà. Et puis après, il y en a même qui disent, en fait, l'idéal, c'est quand même mieux d'en avoir 3, pour justement des fois que les multiplier. Mais sauf que c'est à la fois cher et pas cher, hein. C'est de l'ordre de 80 €, entre 70 et 80 € la clé. Mais bon, d'un seul coup, on a dit ah oui, non, il en faut 3. Ah, ok. Là tout de suite, non, je vais attendre un peu. Hein. Donc c'est un peu ça l'idée. Mais moi, je suis en train de transitionner sur ce truc-là, parce que là encore, avec tout ce qui se passe en ce moment, évidemment, c'est pas foufou, et on a envie d'être un peu voilà. Donc pensez-y. Et puis après, sinon il y a le système traditionnel, Google Authenticator. Il y avait une autre solution qui s'appelle OT, et il y en a un troisième qui est open source, parce que quand même là on a beaucoup dérivé, et qui s'appelle Aegis. Voilà, ça je vais le mettre là.
savoir pour qui il existe. Voilà, donc lui, lui mais il va pas être iOS, je pense, parce qu'évidemment chez Apple, il rigole pas trop, enfin il laisse pas n'importe qui publier n'importe quoi, et donc pour tout ce qui est logiciel libre, open source, machin, chez Apple ils sont un peu ah bon, mais toi tu fais ça, tu fais un programme et tu veux le donner aux gens, mais tu vas gagner de l'argent comment? Ah mais tu veux pas gagner d'argent, mais non, tu nous intéresses pas, donc bon, c'est un peu ça. Chez Google, ils sont un peu plus cool, et voire même si vous le trouvez, si pour ceux qui ne veulent pas, tac, et pour ceux qui ne veulent pas, donc c'est getaegis.app, le nom de domaine qui est ici, et pour ceux qui ne veulent pas utiliser Google, eh ben vous pouvez le trouver sur une bibliothèque d'applications concurrentes, enfin complémentaire et open source aussi, qui s'appelle F-Droid. Et donc voilà, si vous avez Android, vous pouvez utiliser ce truc-là. Moi, c'est ce que j'ai. Et puis donc je suis en train de remplacer par YubiKey, qui a pas grand-chose de open source, hein, mais en attendant qui est une espèce de référence dans le domaine. Le seul truc qui peut paraître inquiétant, que moi j'aime pas trop, enfin bon, ça n'empêche pas de faire des backups, c'est effectivement que leur logiciel, donc ils ont l'équivalent d'un Aegis, alors sauf que là ça existe pour iOS, pour Android, pour Mac, pour Windows, pour Linux, pour tout ce que tu veux, d'avoir une application donc qui permette d'avoir ces fameux codes qui changent toutes les 30 secondes et qu'on entre pour pouvoir se connecter avec l'authentification à 2 facteurs. Si on veut utiliser ça. Mais évidemment, le problème des sociétés privées, si demain ils se font racheter Yubico par je sais pas qui décide, un plus gros qu'eux, qui décide de les liquider pour voilà. Alors évidemment, il y aura des plans de transition et des machins trucs, ça c'est la théorie. Sauf que pourquoi j'aime bien aussi les solutions open source, c'est pour ça, pour se dire que ce serait bien moins on a le code, donc il y aura toujours quelqu'un pour récupérer le code, le compiler, et puis l'application elle continuera d'exister quoi qu'il arrive. Donc et quand il s'agit d'une application où on met comme ça son accès à des machines, évidemment on a envie que ça fonctionne quoi, et que ça perdure. Donc voilà. C'était pas du tout ce qui était prévu comme soirée, lui, mais ça sera pour une autre fois quand lui sera arrivé à 100%. Et là, on pourra parler du Lightning Network, mais en même temps, toutes les étapes qu'on a fait aujourd'hui, on aurait eu besoin de les faire juste après l'installation du nœud Lightning Network. Donc, finalement, c'est pas plus mal que ça se soit passé comme ça. Revenir en Umbrel, voilà, hop, le tunnel. Je vais pouvoir le fermer. Et voilà, comme ça, hop, si vous espériez pouvoir essayer d'accéder à mon Mac Mini dans la nuit, eh ben c'est raté. Hein. Voilà, donc là, le système me dit qu'il est en pause, ce qui fait que là, évidemment, Safari, il peut plus se connecter. Oui, mais sauf que ça, c'était sur le port 2100, mais hop là, voilà, et s'il essaye de se connecter, il me dit, non, il y a une erreur de tunnel chez Cloudflare, puisque on peut plus se connecter. Donc, ce qui vous permet, là encore, une fois, de pouvoir protéger votre machine à un moment donné, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Hop là. Voilà, je sais pas s'il y a quelques questions. On peut traîner encore une petite dizaine de minutes. Si vous avez envie que je revienne sur quelque chose ou qu'on aborde brièvement une autre. Et sinon, je pense que nous pourrons nous dire bonsoir, et je vais quand même regarder mon calendrier pour savoir quel pourrait être notre prochain rendez-vous, parce que comme je le disais la dernière fois, ce que j'ambitionne de faire, c'est 3-4 lives par mois, sans doute plutôt 3 que 4, 2 longs au format 2 heures comme aujourd'hui, dans lesquels on fait le genre de bêtises que j'ai fait sous vos yeux ébahis, et une plus courte, probablement le lundi soir,
qui nous permettrait de soit de faire du débriefing, justement, si de votre côté vous voulez faire des expériences avec Umbrel OS et puis qu'il y a des choses qui vous questionnent ou qui ne marchent pas comme vous voudriez, ou, voilà, et sur lesquelles on peut revenir. Et puis éventuellement aborder aussi des questions un peu plus théoriques sur cette économie de V for V, comme value for value, qui est cette nouvelle économie de la création, parce qu'aujourd'hui il est en train de se passer quand même des choses assez intéressantes. Si vous suivez un peu justement l'évolution des crypto-monnaies, de Bitcoin en particulier, vous avez vu que ça a pas mal baissé, puis là juste ces dernières heures c'est en train de bien remonter, mais qu'en même temps il y a beaucoup de gens et en particulier les mineurs qui ont ce rôle donc et qui eux gagnent leur vie en faisant ces calculs qui permettent de sécuriser la blockchain, qui consomme énormément d'électricité, et les mineurs sont en train de se détourner de Bitcoin parce que sa rentabilité baisse, puisque avec ce système de halving dont on a parlé, la récompense des mineurs est divisée par 2 tous les 4 ans à chaque bloc qu'ils trouvent. Donc il y a une question de rentabilité qui se pose. Et les mineurs se sont aperçus que cette puissance de calcul, dont ils sont devenus des spécialistes, est plus rentable s'ils la mettent au service non plus du réseau Bitcoin, mais de l'intelligence artificielle. Donc il y a une partie des investissements et de l'argent qui se détournent de Bitcoin. Alors il y a des gens que ça peut inquiéter en disant « Ah mais si les gens n'y croient plus au Bitcoin, finalement voilà, ça va se casser la gueule doucement ». Sauf que non, parce qu'il y en a d'autres qui vont vous expliquer très sérieusement, et moi je suis plutôt de leur côté, on en avait déjà parlé, que dans l'avenir, de plus en plus, ces intelligences artificielles et ces agents d'intelligence artificielle vont devoir, eux, avoir ce petit porte-monnaie et effectuer des paiements. Et pour cela, il n'y a rien de mieux, techniquement, qu'un système à base de blockchain et le Lightning Network. Donc j'espère qu'on pourra voir la prochaine fois, une fois que le nœud Bitcoin aura fini de télécharger la blockchain. Tiens, j'en profite, allez, il me reste encore une minute parce que j'en avais parlé la dernière fois, pour montrer que dans les réglages, et c'est dans l'optimisation, j'avais mis que c'est cette fonction-là de supprimer les anciens blocs de façon à n'utiliser que 15 gigas d'espace disque. Inconvénient, j'ai pas tout l'historique de la blockchain sur l'ordinateur. Avantage, ça consomme moins, ça me bouffe moins d'espace de stockage. Et on le voit puisque là, au total, mon instance Umbrel n'utilise que 30 gigas sur le téraoctet du SSD qui est dedans, ce qui veut bien si. Alors que j'ai téléchargé plus de 82%, il s'est synchronisé 82% de la blockchain parce qu'il est quand même obligé de tout télécharger pour pouvoir valider lui-même chaque séquence de blocs. Et ça, il n'y a pas possible de faire autrement, mais il n'en garde, bien qu'il ait donc analysé 82% de la blockchain, en fait, il n'en garde que quelques gigas. Donc moi, je l'ai limité à 15. Donc là, il y en a 15 autres qui sont le système et puis d'autres choses. Mais voilà. J'en profite aussi, et ça sera aussi ma dernière, parce que ça me fait penser que la dernière fois, il y avait une question qui s'était posée et que j'avais notée là, qui était pour de changer le lieu de stockage de la blockchain Bitcoin, dans le cas où on utilise un ordinateur qui n'a pas suffisamment d'espace de stockage en interne pour les applications. Et j'ai regardé ça. Alors ce qui était rigolo, c'est que je suis tombé sur des échanges entre les développeurs d'Umbrel qui dataient d'il y a presque 3 ans maintenant, où ils disaient oui, on sait, on va le faire bientôt. Et puis après, ils ont changé leur fusil d'épaule, sans doute parce que, comme je le supposais la dernière fois quand la question a été posée, à laquelle je ne savais pas répondre, j'ai supposé que le système de
containerisation qu'ils utilisent, c'est presque aussi difficile à dire que inéligibilité. Leur système Docker a plein d'avantages. Vu la façon dont UmbrelloS est organisé, les applications sont organisées, mais l'inconvénient, c'est le partage de l'espace qui est faisable, mais qui nécessite des configurations qui seraient difficilement gérables directement par l'utilisateur et qui seraient difficilement pérennes pour faire face aux mises à jour de l'application. Donc je pense que c'est pour ça qu'en 2023 ou 2022, ils disaient oui, on va le faire très rapidement, c'est prévu, on va le faire très vite, et qu'en fait, ils l'ont jamais fait, parce que dans le reste de la discussion, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'ils conseillent de dire, si vous avez un ordinateur qui a un faible espace de stockage interne et auquel vous allez donc être obligé d'attacher un important espace de stockage externe, et ben plutôt que d'installer UmbrelloS sur le stockage interne et d'essayer, mais ça marchera mal, d'utiliser le stockage externe, installer directement UmbrelloS sur le stockage externe, ça marchera très bien et ça permettra de ne pas avoir ce problème-là. C'est ça qu'ils conseillent parce qu'en fait, UmbrelloS, on peut l'installer sur un Raspberry Pi. Vous savez, c'est ces micro-ordinateurs qui coûtent une centaine d'euros, mais où c'est juste l'ordinateur. Là, il y a 2 ports USB dessus, l'alimentation évidemment, un port Ethernet et puis presque rien. Et évidemment, pas de stockage. C'est une carte qui est un peu plus grande qu'une carte de crédit, mais à peine. Donc ça permet de faire des micro-PC. Et là, évidemment, il faut un système de stockage externe et on peut installer UmbrelloS dessus. Et évidemment, il faut l'installer sur le système de stockage externe, pas le choix. Donc c'est ça qu'il faut faire avec un ordinateur. Ça c'était pour répondre à la question de la dernière fois. Et sur ces bonnes paroles, ça fait 2 heures que nous sommes ensemble. Et il ne me reste donc plus qu'à vous remercier de votre attention soutenue. Comme d'habitude, le replay va être publié un peu plus tard sur YouTube, mais je pense que je vais quand même l'éditer un peu pour éviter les quelques trucs machin. Puis après, bon. On se retrouve, ah oui, c'est ça que je regardais, le calendrier. Ça sera pas la semaine prochaine, c'est sûr, parce que la semaine prochaine, je suis absolument pas disponible. Mais ça sera la semaine du 26, donc avec peut-être, on pourra faire un live court d'1 heure le 26, le lundi 26, et un live plus long le mercredi 28 janvier 2026. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et comme toujours, merci pour tout, et encore bravo. Ciao ciao.